bien sûr que le psychologue scolaire, il ne va pas pouvoir mener une analyse. D'abord parce qu'il n'a pas le temps, et ensuite parce qu'il n'a pas les conditions qui permettent de le faire. Il va voir un enfant signalé par les professeurs parce qu'il est violent ou parce qu'il ne travaille pas. Il ne va pas pouvoir faire véritablement un travail analytique. N'empêche que c'est pas du tout pareil un psychologue qui n'a absolument aucune référence à la théorie analytique, qui n'est absolument pas orienté par cette théorie et qui reçoit par exemple les enfants les uns après les autres pour faire des séries de tests ou pour les adresser à des pédopsychiatres par la suite uniquement pour donner des médicaments par exemple. Vous voyez, je pense que le psychologue scolaire qui lui-même est dans un travail analytique et un rapport à l'analyse peut faire un travail très très important avec les enfants, et si, s'il y arrive, parce que c'est difficile, peut aussi faire un travail très intéressant avec les enseignants. S'il arrive à entrer un peu en contact avec les enseignants, les écouter un peu, écouter leurs difficultés, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la violence dans les classes. Le problème se pose aussi en France à l'heure actuelle, et au-delà de l'enfant symptomatique qui est violent, c'est très très important qu'un psychologue scolaire qui a une écoute un peu différente et une formation un peu différente que juste celle de faire passer des tests, par exemple, qu'un psychologue scolaire puisse aider une équipe à poser un peu la question de qu'est-ce qui à l'école rend les enfants aussi violents. Là, c'est l'enfant qui devient le symptôme. La violence de l'enfant est un symptôme qui n'appartient pas à l'enfant, qui appartient à un système scolaire qui, en tout cas en France aujourd'hui, est d'une violence terrible. C'est la moindre des choses pour un élève aujourd'hui en France d'être violent quand on voit que tout ce qui se passe, tout ce qu'on leur demande, c'est extrêmement normativé. Il faut qu'ils rentrent dans une norme très très précise. Ils sont sans arrêt menacés d'être expulsés de l'école et d'être mis dans des filières parallèles, voire des établissements spécialisés psychiatriques, parce qu'on attend d'eux toujours l'excellence. Chaque établissement aujourd'hui veut devenir un établissement d'excellence en France. Donc il y a un problème, c'est très violent pour les élèves. Et effectivement, les élèves répondent quelquefois en étant violents, violents entre eux, avec des jeux à la récréation, là, les fameux jeux du foulard, vous avez entendu parler de ça, où ils s'étranglent, le jeu de la tomate, tout ça. Ils deviennent très violents les uns avec les autres, parce qu'il faut être meilleur que le copain aussi, c'est insupportable quelqu'un qui a une meilleure note que vous, parce que l'école va immédiatement sanctionner le fait que vous avez baissé dans votre moyenne. Il devient violent avec les élèves, il est violent avec les profs, enfin, la violence, c'est le problème de l'école plus que des élèves. Donc voir les élèves les uns après les autres, les tester, leur donner de la Ritaline par exemple, me semble être une solution qui ne va pas satisfaire un psychologue scolaire formé à la psychanalyse. Et là, il pourra faire un autre type de travail. Voilà. Alors, le problème du rapport entre la psychanalyse et la pédagogie, c'est un très vieux problème qui a commencé dès les débuts de la psychanalyse d'enfants et de la psychanalyse d'adolescents. Voilà, on connaît le débat entre Anna Freud et Mélanie Klein. Pour Mélanie Klein, l'enfant était un analysant possible et la psychanalyse n'avait pas à s'occuper de pédagogie. Pour Anna Freud, la psychanalyse avec les enfants ou les adolescents ne pouvait pas ignorer les questions éducatives. Alors, la violence, le psychanalyste va la considérer comme la violence pour un individu ou pour un groupe, la psychanalyse va la considérer comme un symptôme, et l'éducateur va le considérer comme quelque chose qu'il faut rééduquer, qu'il faut corriger, et qu'il faut finalement conditionner. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que alors ce qui est compliqué, c'est qu'à un certain moment, la psychanalyse n'a considéré ça que sous l'angle du symptôme, et dans les institutions scolaires, on a petit à petit abandonné ou délaissé la question éducative sous l'influence de la psychanalyse. Ça n'était pas une bonne idée. Et aujourd'hui, où c'est la question éducative qui redevient à la mode, une question éducative généralisée, puisqu'on considère aussi que la folie peut être traitée par des mesures éducatives.
les thérapies comportementalo-cognitives, euh, le terme de handicap qu'on utilise maintenant pour la folie, ça veut dire que ce sont des difficultés qui peuvent être rééduquées. Et euh, la, donc on voit qu'il y a un balancier entre les deux positions, une oscillation entre les deux positions suivant les moments de l'histoire, et à mon avis, il faut les deux. À la fois une institution, s'il y a une violence dans une école, c'est une question qui doit être abordée comme un symptôme collectif, parce que ça peut être le signe d'un dysfonctionnement des enseignants entre eux, d'où la nécessité de travailler pour les enseignants, comme le dit Catherine, de travailler pour les psychologues avec les enseignants, des psychologues d'inspiration psychanalytique. Il y a des enfants violents individuellement, ces enfants aussi, c'est un symptôme, et il faut pouvoir, qui tient à leur histoire, et on peut travailler ça avec eux. Et puis, il y a aussi une dimension éducative, une certaine place à donner à l'autorité, une certaine place à donner aux limites, hein, par exemple concernant le rapport au corps de l'autre, qui là relève aussi d'un discours éducatif. Hein, mais ces deux discours sont distincts, ils peuvent s'entraider, ils peuvent s'entre-informer, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc il faut faire la part des choses. Voilà. Maintenant, le problème de la psychologie scolaire et de la psychanalyse sur le lieu de l'école, c'est aussi une question Oui, compliquée. ça c'est compliqué, évidemment. Mais enfin, on peut faire du bon travail quand même. Ouais. On peut faire du bon travail, mais pas peut-être de la psychanalyse Dans l'école. comme on pourrait faire en consultation. Je crois qu'il faut être honnête, on ne peut faire que des réponses très partielles, parce qu'il faudrait réfléchir à toute l'histoire de la Russie, de l'Ukraine, du fait que l'Ukraine a été dans la Russie, pas toujours, rarement en dehors, etc. etc. Donc nous ne sommes pas des géopoliticiens ni des historiens, et commencer à parler là-dessus serait malhonnête, hein, franchement. On entrerait dans un domaine qu'on ne connaît pas assez. C'est vrai qu'il y a en Russie, l'histoire russe, quand même, la place du tsar, le pouvoir qu'a pu avoir Staline, etc., correspond quand même à des éléments qui tiennent à l'histoire russe, hein, que nous ne pouvons pas nous analyser, hein, bien sûr. Ça n'est pas arrivé n'importe comment, et c'est quelque chose qui existe. Voilà. De plus, probablement que la chute de l'Union soviétique a été une blessure narcissique importante pour le peuple russe, en particulier, qui était le grand interlocuteur, la deuxième grande puissance avec les États-Unis dans le monde du XXe siècle. Aujourd'hui, il est certain qu'un pays comme la Chine a une plus grande importance que la Russie, et que le débat économique et la gouvernance mondiale va se faire entre la Chine et les États-Unis, et que la Russie peut avoir le sentiment d'être hors du jeu. Donc tout ça, voilà. Mais nous n'avons pas les compétences pour répondre. Par contre, ce sur quoi on peut répondre, c'est sur la fascination des foules pour quelqu'un qui est mis en position d'être le grand homme. Ça tient à une certaine figure du père dans la culture, à une certaine figure d'une personne qui vient incarner une figure d'exception. Freud a très bien développé ça dans Psychologie des foules et Analyse du moi. Ce que la foule demande, c'est un chef. Et c'est-à-dire que le chef permet à la foule de se constituer. Parce que d'une certaine façon, la foule met ce chef en place d'idéal, et l'amour pour le chef, et le chef qui aime toute la foule de façon égale, permet l'identification entre les membres de la foule autour d'un trait identitaire. La nation russe, la Grande Russie, mais ça peut être des tas d'autres idéaux. Et la difficulté, c'est pour ça que la démocratie
est une chose fragile et difficile, parce que, euh, parce que les groupes humains suscitent, ont besoin de cette figure idéale. Donc on voit comment, si la propagande est bien menée, et maintenant il y a des techniques de propagande depuis, malheureusement, depuis la psychanalyse, parce qu'il faut rappeler que l'un des premiers à avoir théorisé la propagande, théorisé la publicité, c'est le neveu de Freud, qui s'appelle Edward Bernays, que ce sont les Allemands, Goebbels en particulier, qui est l'inventeur de la propagande moderne. Et ça n'est pas que les régimes totalitaires qui ont utilisé ça. Hein. On utilise ça dans le show business, en France, dans les grands rassemblements politiques. Il y a toute cette mise en scène pour faire valoir la figure du leader qui est celui qui possède la puissance physique, la puissance intellectuelle, bref, qui a ce quelque chose en plus qui lui permet de s'affranchir des lois dans lesquelles nous sommes. Il faudrait recommander à tout le monde de lire un livre qui est un livre de la Renaissance française, qui est un livre d'Étienne de la Boétie, qui s'appelle Traité de la servitude volontaire. Voilà. Au fond, ce que la Boétie montre, c'est que tous les sujets humains ne veulent pas de la liberté. Ce que les gens demandent, c'est la soumission, la servitude, et c'est pour ça que la propagande marche tellement bien, hein, parce qu'au fond, euh, grâce à l'idéal, grâce au chef, euh, nous nous sentons sécurisés, hein, nous nous sentons sécurisés, nous avons un idéal, nous savons où elle est. Quand il n'y a pas ces figures d'idéal, le sujet est en proie à une inquiétude. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il veut? La liberté est très encombrante. Voilà. Et on espère que la psychanalyse, mais la psychanalyse n'a pas d'idéal politique, mais elle ne travaille qu'au un par un, que la psychanalyse permet à quelqu'un de se confronter à la question de son désir et à la très difficile question de la liberté.